Le 9 mai, sous les ors et les salves du prestigieux défilé commémorant les 80 ans de la victoire contre le fascisme, la place Rouge s'est transformée en théâtre de puissance et de mémoire. Tandis que les hauts responsables s'alignaient impeccablement habillés mais curieusement décontractés, ni veste ni cravate, une silhouette tranche radicalement. Pas d'apparat, juste une tenue militaire couleur sable dépouillée, presque austère, mais électrisée par un foulard rouge vif, aussi flamboyant qu'un cri dans le silence. Et ce n'est pas depuis l'arrière-plan qu'il observe. Non. Il s'avance. Il s'impose. Il se place sans ciller aux côtés de Vladimir Poutine. Une image forte, d'une portée politique lourde de sens. Presque un manifeste visuel. Son nom, Ibrahim Traoré, président d'un pays que bien peu savent placer sur une carte, le Burkina Faso. Niché au cœur du Sahel, cette terre aride et meurtrie par des crises à répétition, trop souvent reléguée à l'arrière-plan des priorités internationales, voit l'un de ses fils se tenir là en pleine lumière. Et pas n'importe où, sur la place Rouge au premier rang. Calme, sûr de lui, presque impassible, mais chaque geste, chaque regard semble crier quelque chose de bien plus grand que lui. Comme s'il portait à bout de bras une déclaration explosive à l'ordre établi. Il n'a pas juste assisté, il a défié, et il l'a fait sans dire un mot. En Russie, lors d'une interview qui allait faire l'effet d'une déflagration, Ibrahim Traoré lâche une phrase aussi tranchante qu'un coup de sabre. Le plus grand tort de ma jeunesse. Avoir cru aux voix de RFI et France 24 sans comprendre qu'elles nous enfermaient dans leur vérité, pas la nôtre. Une confession brutale mais lucide. Derrière cette déclaration, ce n'est pas une simple pique lancée aux médias occidentaux, c'est un direct en pleine mâchoire du système néocolonial. Il dénonce sans détour l'arme la plus redoutable de la domination moderne, la manipulation des esprits. Pas de tank, pas de chaîne visible, juste des ondes, des mots et des récits taillés pour garder les peuples sous tutelle mentale. Les analystes du monde entier ont parlé d'un véritable tremblement politique. Imaginez un jeune chef d'État africain venu d'un pays que l'Occident regarde souvent de haut se tient au centre du pouvoir russe face aux caméras planétaires. Et il ose défier sans détour la domination médiatique européenne. Une scène impensable, presque irréelle. Et aussitôt, une question brûle toutes les lèvres. Qui est donc Ibrahim Traoré, cet homme qui, sans armée gigantesque ni fortune pétrolière, bouscule la France, cette ancienne puissance coloniale, dont l'ombre pèse encore sur le continent noir. Qui est ce capitaine qui arrache le Burkina Faso à la gravité de l'Occident pour tendre une main ferme et résolument symbolique vers la Russie au beau milieu d'un monde fracturé par les rivalités des grandes puissances. Mais la vraie question est là, suspendue comme une épée au-dessus du continent tout entier. Ibrahim Traoré ouvre-t-il un nouveau chapitre pour l'Afrique, celui d'une souveraineté assumée, d'une autonomie enfin arrachée au chaos des influences extérieures? Ou bien s'aventure-t-il sur un terrain miné où les États les plus vulnérables, faute de poids, finiront broyés simples pièces jetables dans la partie d'échecs des titans? Voici le décor, une lutte titanesque, un affrontement d'idéaux. L'arène s'appelle Histoire. L'enjeu, briser les dernières chaînes du colonialisme et redessiner enfin les contours d'une Afrique maîtresse de son destin, le 30 mai 2022 dans ce coin d'Afrique où les rafales rythment les journées et où les coups d'État tombent comme la pluie en saison sèche, un coup de feu a brisé l'air saturé de tension. Mais cette fois, le scénario a changé. Pas de baroudeurs en uniforme bardés de médailles, pas de vieux renards politiques en quête de revanche. Non, celui qui surgit de l'ombre n'avait ni armée privée ni ambition personnelle débordante. Juste une vision brûlante et une soif de justice. Ibrahim Traoré, 34 ans, capitaine, presque inconnu du grand public, renverse sans bain de sang le président par intérim Paul-Henri Damiba. Et derrière lui,
Un peuple épuisé mais déterminé qui voyait enfin en cet homme une lueur d'espoir au bout du tunnel des trahisons politiques. Il voit le jour en 1988 au cœur de Khéra, un petit village niché dans la poussière rouge de la boucle du Mouhoun. Là où la pauvreté n'est pas une exception, mais une norme silencieuse. Ibrahim Traoré grandit loin des projecteurs étudiant un temps la géologie à Ouagadougou, avant de bifurquer sans fracas vers l'uniforme. Durant ses années dans l'armée, il reste une ombre parmi les ombres. Pas une une de journal, pas un discours officiel où son nom résonne pas la moindre rumeur politique à son sujet. Un fantôme dans le système. Et pourtant, c'est ce silence qui allait précéder le grondement. Mais ce qui fait exploser son nom hors de l'ombre et l'inscrit en lettres capitales dans l'histoire, ce n'est pas un discours flamboyant ni un coup d'éclat médiatique. C'est la vitesse fulgurante à laquelle, dès sa prise de pouvoir, Traoré commence à trancher les cordes invisibles qui maintenaient encore son pays sous la coupe de Paris. En l'espace de quelques mois à peine, il ose ce que bien des présidents pendant plus de 30 ans n'avaient même pas effleuré, défier l'héritage colonial à main nue et sabrer les liens de dépendance que la France croyait éternels. Février 2023. Un vent de rupture souffle sur Ouagadougou. Les soldats français, longtemps considérés par la rue africaine comme des libérateurs déguisés en maîtres, sont priés de faire leurs valises. La base stratégique de Cambo Insin, ancien bastion de l'empreinte militaire française au Sahel, est évacuée. En mars, le couperet tombe plus fort encore, les accords de défense signés avec Paris volent en éclats déchirés comme des feuilles trop longtemps tolérées. Puis vient mai. Et là, c'est la claque diplomatique, le Burkina Faso quitte la francophonie, cette vitrine polie que Paris présente comme un outil culturel, mais que beaucoup voient pour ce qu'elle est réellement, un gant de velours sur une main encore coloniale. Le ménage continue et cette fois, ce sont les géants économiques tricolores qui passent à la caisse. L'ère de l'impunité touche à sa fin. Orange, autrefois intouchable dans le paysage télécom africain, se voit contraint de faire de la place à des acteurs locaux, fini le monopole, bienvenue la concurrence équitable. Quant à Brakina, le colosse du Malte importé, il chute de son piédestal. Son empire se transforme, modèle coopératif, profit redistribué, pouvoir économique rendu au peuple. Le message est clair, au Burkina Faso, même les dinosaures capitalistes n'échappent plus au vent de souveraineté. Ce que Traoré voit avec une clarté glaçante d'autres préfèrent encore l'ignorer, le colonialisme. Le 9 mai, sous les ors et les salves du prestigieux défilé commémorant les 80 ans de la victoire contre le fascisme, la place rouge s'est transformée en théâtre de puissance et de mémoire. Tandis que les hauts le 9 mai, sous les ors et les salves du prestigieux défilé commémorant les 80 ans de la victoire contre le fascisme, la place rouge s'est transformée en théâtre de puissance et de mémoire. Tandis que les hauts responsables s'alignaient impeccablement habillés mais curieusement décontractés, ni veste ni cravate, une silhouette tranche radicalement. Pas d'apparat, juste une tenue militaire couleur sable dépouillée, presque austère, mais électrisée par un foulard rouge vif, aussi flamboyant qu'un cri dans le silence. Et ce n'est pas depuis l'arrière-plan qu'il observe. Non, il s'avance, il s'impose. Il se place sans ciller aux côtés de Vladimir Poutine. Une image forte, d'une portée politique lourde de sens, presque un manifeste visuel. Son nom, Ibrahim Traoré, président d'un pays que bien peu savent placer sur une carte, le Burkina Faso. Niché au cœur du Sahel, cette terre aride et meurtrie par des crises à répétition, trop souvent reléguée à l'arrière-plan des priorités internationales, voit l'un de ses fils se tenir là en pleine lumière. Et pas n'importe où, sur la place rouge au premier rang. Calme, sûr de lui, presque impassible,
Mais chaque geste, chaque regard semble crier quelque chose de bien plus grand que lui. Comme s'il portait à bout de bras une déclaration explosive à l'ordre établi. Il n'a pas juste assisté, il a défié, et il l'a fait sans dire un mot. En Russie, lors d'une interview qui allait faire l'effet d'une déflagration, Ibrahim Traoré lâche une phrase aussi tranchante qu'un coup de sabre. « Le plus grand tort de ma jeunesse. Avoir cru aux voix de RFI et France 24 sans comprendre qu'elles nous enfermaient dans leur vérité, pas la nôtre. » Une confession brutale mais lucide. Derrière cette déclaration, ce n'est pas une simple pique lancée aux médias occidentaux, c'est un direct en pleine mâchoire du système néocolonial. Il dénonce sans détour l'arme la plus redoutable de la domination moderne, la manipulation des esprits. Pas de tanks, pas de chaînes visibles, juste des ondes, des mots et des récits taillés pour garder les peuples sous tutelle mentale. Les analystes du monde entier ont parlé d'un véritable tremblement politique. Imaginez un jeune chef d'État africain venu d'un pays que l'Occident regarde souvent de haut se tient au centre du pouvoir russe face aux caméras planétaires. Et il ose défier sans détour la domination médiatique européenne. Une scène impensable, presque irréelle. Et aussitôt, une question brûle toutes les lèvres. Qui est donc Ibrahim Traoré, cet homme qui, sans armée gigantesque ni fortune pétrolière, bouscule la France, cette ancienne puissance coloniale, dont l'ombre pèse encore sur le continent noir. Qui est ce capitaine qui arrache le Burkina Faso à la gravité de l'Occident pour tendre une main ferme et résolument symbolique vers la Russie au beau milieu d'un monde fracturé par les rivalités des grandes puissances? Mais la vraie question est là, suspendue comme une épée au-dessus du continent tout entier. Ibrahim Traoré ouvre-t-il un nouveau chapitre pour l'Afrique, celui d'une souveraineté assumée, d'une autonomie enfin arrachée au chaos des influences extérieures? Ou bien s'aventure-t-il sur un terrain miné où les États les plus vulnérables, faute de poids, finiront broyés simples pièces jetables dans la partie d'échecs des titans? Voici le décor, une lutte titanesque, un affrontement d'idéaux. L'arène s'appelle Histoire. L'enjeu, briser les dernières chaînes du colonialisme et redessiner enfin les contours d'une Afrique maîtresse de son destin, le 30 mai 2022 dans ce coin d'Afrique où les rafales rythment les journées et où les coups d'État tombent comme la pluie en saison sèche, un coup de feu a brisé l'air saturé de tension. Mais cette fois, le scénario a changé. Pas de baroudeurs en uniforme bardés de médailles, pas de vieux renards politiques en quête de revanche. Non, celui qui surgit de l'ombre n'avait ni armée privée ni ambition personnelle débordante. Juste une vision brûlante et une soif de justice. Ibrahim Traoré, 34 ans, capitaine, presque inconnu du grand public, renverse sans bain de sang le président par intérim Paul-Henri Damiba. Et derrière lui, un peuple épuisé mais déterminé qui voyait enfin en cet homme une lueur d'espoir au bout du tunnel des trahisons politiques. Il voit le jour en 1988 au cœur de Kéra, un petit village niché dans la poussière rouge de la boucle du Mouhoun. Là où la pauvreté n'est pas une exception, mais une norme silencieuse. Ibrahim Traoré grandit loin des projecteurs étudiant un temps la géologie à Ouagadougou, avant de bifurquer sans fracas vers l'uniforme. Durant ses années dans l'armée, il reste une ombre parmi les ombres. Pas une une de journal, pas un discours officiel où son nom résonne pas la moindre rumeur politique à son sujet. Un fantôme dans le système. Et pourtant, c'est ce silence qui allait précéder le grondement. Mais ce qui fait exploser son nom hors de l'ombre et l'inscrit en lettres capitales dans l'histoire, ce n'est pas un discours flamboyant ni un coup d'éclat médiatique. C'est la vitesse fulgurante à laquelle, dès sa prise de pouvoir, Traoré commence à trancher les cordes invisibles qui maintenaient encore son pays sous la coupe de Paris. En l'espace de quelques mois à peine, il ose ce que bien des présidents pendant plus de 30 ans n'avaient même pas effleuré, défier l'héritage colonial à main nue,
et sabrer les liens de dépendance que la France croyait éternels. Février 2023. Un vent de rupture souffle sur Ouagadougou. Les soldats français, longtemps considérés par la rue africaine comme des libérateurs déguisés en maîtres, sont priés de faire leurs valises. La base stratégique de Cambo-Insin, ancien bastion de l'empreinte militaire française au Sahel, est évacuée. En mars, le couperet tombe plus fort encore, les accords de défense signés avec Paris volent en éclats déchirés comme des feuilles trop longtemps tolérées. Puis vient mai. Et là, c'est la claque diplomatique, le Burkina Faso quitte la francophonie, cette vitrine polie que Paris présente comme un outil culturel, mais que beaucoup voient pour ce qu'elle est réellement, un gant de velours sur une main encore coloniale. Le ménage continue et cette fois, ce sont les géants économiques tricolores qui passent à la caisse. L'ère de l'impunité touche à sa fin. Orange, autrefois intouchable dans le paysage télécom africain, se voit contraint de faire de la place à des acteurs locaux, fini le monopole, bienvenue la concurrence équitable. Quant à Brakina, le colosse du malt importé, il chute de son piédestal. Son empire se transforme, modèle coopératif, profit redistribué, pouvoir économique rendu au peuple. Le message est clair, au Burkina Faso, même les dinosaures capitalistes n'échappent plus au vent de souveraineté. Ce que Traoré voit avec une clarté glaçante d'autres préfèrent encore l'ignorer. Le colonialisme d'aujourd'hui ne se décline plus en fusils et drapeaux plantés. Il avance masqué poli, technocratique. Il se cache dans les prêts généreux, aux conditions floues, les subventions assorties de ficelles invisibles, les programmes éducatifs copiés-collés d'ailleurs, et surtout dans une monnaie taillée pour asservir. Derrière le rideau des institutions et des beaux discours, le Burkina Faso n'était rien d'autre qu'un rouage bien huilé dans l'engrenage froid de la France-Afrique, ce système bien rodé où Paris tire encore les ficelles des années après avoir quitté l'Afrique. Pendant des années, les mastodontes tricolores, Orange Total, Brakina, Areva, s'étaient agrippés aux richesses du Burkina Faso comme des sangsues sur une proie endormie. Le vrai pouvoir ne se trouvait pas dans les palais, mais dans les pipelines, les antennes relais, les mines, et surtout dans les coffres-forts. Car derrière les façades d'indépendance, le pays restait piégé dans une camisole économique cousue à Paris. Le franc CFA. Une monnaie coloniale relookée qui forçait Ouagadougou à livrer ses réserves de change directement au trésor public français. Un drapeau burkinabé flottait peut-être sur les bâtiments officiels, mais la souveraineté monétaire, elle était restée bloquée à la frontière. Dans les coulisses opaques du pouvoir, tous des tarifs de l'électricité aux choix fiscaux jusqu'au plan d'exploitation des richesses du sous-sol se décidaient sans débat public, scellés dans des accords obscurs, souvent écrits à l'encre de l'intérêt étranger. Pendant ce temps, l'école burkinabé reproduisait docilement un moule hérité de l'ancienne métropole, le français trônait seul au sommet, tandis que les langues nationales riches, vivantes, enracinées, étaient poussées vers l'oubli. Ibrahim Traoré, lui, n'a pas détourné le regard. Là où d'autres voyaient une normalité postcoloniale, il a reconnu les murs d'une geôle invisible, et il a choisi de ne rien céder, pas un pouce. La cible de Traoré dépasse de loin les frontières de l'Hexagone. Ce qu'il affronte, c'est une architecture mondiale taillée pour maintenir l'Afrique à genoux, figée dans un rôle de dépendante perpétuelle. Et chez lui, au Burkina Faso, il commence par frapper là où ça fait le plus mal les mines. Ce secteur stratégique vampirisé depuis des générations par des multinationales bien rodées devient son premier champ de bataille. Dès 2023, il change les règles du jeu. Désormais, chaque compagnie étrangère devra céder 15% de ses parts à l'État, partager ses technologies de pointe et embaucher localement à hauteur de 90%. Un coup de balai radical pour que les richesses du sol profitent enfin à ceux qui y vivent, et non à ceux qui l'exploitent de loin.
Il ose, là où d'autres n'avaient même pas imaginé tenter, Ibrahim Traoré inaugure la toute première réserve d'or 100%. Burkinabé 300 kg d'or, pur gardé précieusement sur le sol national, et pas pour garantir des prêts dictés de l'extérieur. Non, ici c'est un symbole, une déclaration d'indépendance économique. Et pendant que l'or scintille en silence, les routes se déploient. En 2024, plus de 20 000 km de pistes poussiéreuses deviennent enfin praticables asphaltées comme jamais auparavant. Une transformation inouïe pour un pays que l'on disait trop pauvre pour rêver en grand. Puis viennent les usines tomates transformées sur place, or, raffinées localement en ciment produit, maison. Et cerise sur le gâteau, une usine de voitures électriques, 100% made in Burkina, conçue par les cerveaux du pays. Oui, vous avez bien entendu. Tout cela, ce ne sont pas de simples projets sur papier glacé. C'est du concret. C'est la traduction visible de ce que Traoré appelle fièrement la souveraineté technologique, une ambition où le Burkina Faso ne tend plus la main mais forge lui-même ses outils, contrôle ses chaînes de production bâties avec ses propres forces. Et cette révolution, il la commence là où tout commence, l'école. Dans les zones dévastées par les conflits, il fait surgir 250 écoles du sol comme autant de bastions contre l'ignorance. À cela s'ajoutent 44 collèges, 10 nouvelles universités et surtout, une mesure qui change tout, la scolarité gratuite du primaire jusqu'au supérieur. Désormais, apprendre n'est plus un luxe, mais un droit pour chaque enfant burkinabé. Côté santé, Traoré n'a pas attendu les sommets internationaux ni les promesses d'ONG pour passer à l'action. Il pose les fondations du tout premier hôpital gériatrique du pays, un lieu entièrement dédié aux aînés, trop souvent oubliés dans les politiques de public. Mais il ne s'arrête pas là. Il ouvre un centre de soins gratuit pour les enfants souffrant de malnutrition, car dans son Burkina Faso, aucun ventre creux ne devrait être ignoré. Et comme si cela ne suffisait pas, il pousse la couverture vaccinale à des sommets jamais atteints. 92% de la population protégée. Là où certains annoncent, lui, il construit. Là où d'autres construisent des palais pour les élites, Traoré bâtit des toits pour les oubliés. Des milliers de logements sociaux sont remis aux familles déplacées par la guerre, un abri concret pour ceux qui n'avaient plus rien. Lui, pendant ce temps, refuse le faste du pouvoir. Il garde son salaire de capitaine, à peine quelques centaines de dollars par mois. Un choix fort, presque symbolique, qui en dit long sur l'homme. Les dépenses officielles réduites de 70%. L'argent public, désormais traçable, accessible, contrôlé. Résultat, la corruption, autrefois endémique, chute brutalement de 18% à 6% en seulement 12 mois. En un an, le Burkina Faso passe de la 180e à la 172e place à l'indice de développement humain. Le PIB grimpe de 4%, la pauvreté recule à moins de 25%. Et le peuple, il suit. 87% de soutien populaire, du jamais vu en Afrique de l'Ouest depuis plus de 30 ans. Ibrahim Traoré n'a pas pris le pouvoir pour défiler en costume 3 pièces, ni pour aligner les poignées de main protocolaires devant les caméras. Ce qu'il refuse. Se courber devant les scripts écrits par les grandes puissances. Ce qu'il annonce. Une guerre ouverte à l'impossible. Il l'a dit sans détour. Les aides. Rien de plus que des factures camouflées. Le passé n'est pas notre crime, mais il nous appartient d'avoir plus de courage que ceux qui nous ont précédés pour récupérer ce qu'on nous a volé. Dans un monde où les nations faibles sont souvent réduites au rôle de figurants muets, dans une pièce jouée par d'autres, Traoré réécrit le scénario. Il transforme le Burkina Faso en un symbole vivant d'insoumission libre, audacieux, intransigeant. Et cette voix surgit de l'Afrique de l'Ouest, vient ébranler les murs feutrés de Paris, fissurant les fondations d'un ordre post-colonial que l'on croyait éternel.
le choc ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. C'est une onde qui traverse tout le continent africain, réveillant des consciences longtemps engourdies. Car depuis plus de 60 ans, l'indépendance de l'Afrique n'a souvent été qu'un mot creux sur du papier officiel. En réalité, le continent noir reste enlacé dans les tentacules d'un néocolonialisme discret, mais redoutablement efficace. Le Burkina Faso, quant à lui, incarnait parfaitement cette mécanique invisible appelée France-Afrique. Un système de contrôle sophistiqué où la France, après 1960, n'a pas quitté les lieux. Elle a juste changé de costume. Désormais, elle gouvernait à travers les manuels scolaires, la langue imposée, les fréquences radio et les billets de banque. Moins bruyant, mais tout aussi puissant. Beaucoup murmurent, certains le crient même tout haut, que derrière l'assassinat de Thomas Sankara en 1987 se cacherait l'ombre bien connue de Paris. Ce leader charismatique, symbole de la lutte anticoloniale, incarnait un danger trop grand pour une France soucieuse de préserver son emprise. Après lui, les années Compaoré s'installe un régime docile, aligné, qui perpétue la dépendance sans faire de vagues. Et puis soudain surgit Traoré. Mais ce qui rend cet homme différent, ce n'est pas simplement le départ des militaires français, ni la fin des accords imposés. Non. Ce qu'il distingue, c'est cette étincelle qu'il rallume, celle d'un peuple qu'on avait tenté de faire taire. Il ne réforme pas seulement les lois, il ressuscite une mémoire, il redonne une colonne vertébrale à une nation trop longtemps courbée. Dans les cours d'école, les murs ne sont plus silencieux. En lettres rouges éclatantes, un message claque comme un étendard. La liberté ne se mendie pas à genoux. Sous l'impulsion de Traoré, la télévision nationale change elle aussi de langue littéralement. Fini le tout français. Place au Mouré, au Fulani, au Dioula. Des langues longtemps écrasées, déclarées non éducatives par ceux qui prétendaient civiliser. Et ce n'est que le début. Les manuels scolaires sont réécrits de fond en comble. Cette fois, ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui tiennent la plume et Paris ne dicte plus le récit. Quant à Thomas Sankara, l'effacé, le censuré, le dérangeant, son nom refait surface, gravé sur les écoles, les boulevards, les places publiques. Les monuments tombés sont relevés. L'histoire, enfin, retrouve son vrai visage. Dans les marchés populaires, ce ne sont plus seulement des légumes qu'on échange, mais des symboles. Les visages des jeunes s'ornent de tricolores burkinabés. Peints à la main, les slogans anti-France-Afrique fusent comme des éclats de vérité. Et les photos d'Emmanuel Macron, devenu malgré lui l'effigie d'un empire révolu, partent en fumée, réduites en cendres au cœur des foules. C'est une révolte qui dépasse les mots. Et puis, dans une interview accordée à Sputnik Africa, Ibrahim Traoré assène une phrase qui fait frissonner les chancelleries occidentales. Ils ne se sont pas contentés de nous voler la terre. Ils ont planté des chaînes dans nos esprits. Aujourd'hui, nous arrachons chaque pensée colonisée, chaque recoin de notre identité. Un cri de libération mentale. Un appel à l'émancipation totale. Du cœur du Burkina Faso, une secousse politique se propage comme une traînée de poudre à travers tout le Sahel. En 12 mois à peine, un domino géopolitique s'enclenche, d'abord Bamako, puis Niamey, renverse leurs dirigeants alignés sur l'Occident et mettant à la porte les forces françaises autrefois installées comme chez elles. Un vent nouveau souffle le Mali, le Niger, et le Burkina unissent par leur voix et donnent bonne naissance à un pacte inattendu, l'Alliance des États du Sahel, AES. Bien plus qu'un regroupement militaire, c'est un rempart contre l'ingérence étrangère. Ensemble, ils claquent la porte de la CEDEAO, jugée par beaucoup comme la marionnette des intérêts français et américains dans la région. L'onde de choc est globale. Le Sahel ne veut plus obéir, il veut décider. L'Alliance des États du Sahel n'a peut-être pas encore un avenir écrit dans le marbre, mais sa naissance, elle a déjà fait vaciller les fondations d'un édifice néocolonial vieux de plus de 50 ans.
Ce n'est plus à New York, dans des salles de conférence aseptisées de l'ONU, que l'Afrique revendique son destin, c'est sur le terrain, à travers des gestes puissants, que des nations longtemps mises de côté reprennent le contrôle. Le Burkina Faso, minuscule sur la carte et privé de façade maritime, devient l'étincelle incandescente d'un brasier idéologique. Et au cœur de ce feu qui gronde se dresse une silhouette jeune à peine trentenaire, Ibrahim Traoré. Un capitaine devenu symbole dont l'ambition déborde largement les limites de son propre territoire. Rien de ce basculement historique n'aurait été envisageable sans l'appui bien calculé d'un acteur inattendu, la Russie. Dans cette version 21e siècle du grand échiquier africain, le Burkina Faso, en tranchant ses derniers liens avec Paris, laisse un vide à combler, un espace aussi bien économique que symbolique. Et c'est là que Moscou entre en scène.